Merci Juliette, merci François, merci Malade. Alors j'ai intitulé mon exposé « Échapper au nihilisme et pourquoi et comment faire ». Je vais reprendre peut-être un peu plus en détail ce qu'a dit dans son introduction François. Et les mots que je vais vous présenter, c'est le résultat, comme il a dit, de 3 ans de discussions assez fréquentes entre nous, notre petit groupe d'amis franco-tunisiens, et puis également de 2 rencontres qui se sont tenues de manière plus ouverte. Alors, je commencerai par mon propos par une caractérisation de l'état du monde actuel. Je ne vais pas vous apprendre grand-chose là-dessus, mais je crois que c'est important quand même de rappeler quelques éléments sur cet état du monde. Et quand je dis état du monde, je parle non seulement des phénomènes qui peuvent survenir dans ce monde, par exemple les guerres, mais également je parle du ressenti, de la conscience qu'on peut avoir par rapport à ces événements. Autrement dit, comment on le vit, quelle est notre subjectivité. Parce que je crois que ce qui nous caractérise dans ce groupe, c'est que finalement, notre focus, c'est sur la subjectivité, et pas sur la théorie. Et la subjectivité, c'est un élément très important de l'état du monde, et c'est sur cela que nous voulons agir, car il y va de notre capacité à échapper à l'inhumanité de ce qu'on observe aujourd'hui. Alors, je ne vais rien vous apprendre là-dessus, mais vous savez que le monde actuel est plutôt chaotique, instable et dangereux. Et chaque jour apporte son lot de dévastations nouvelles, et chaque jour des politiques criminelles en annoncent de plus grandes encore. Je vais citer que 3 noms, que d'ailleurs, pour deux d'entre eux a cité François: Gaza, l'Ukraine, le changement climatique. Les ressorts sont tout à fait différents, mais ce qu'il y a en commun, c'est l'impuissance ressentie et l'angoisse qui en découle face à ces événements. Bon, Gaza, vous connaissez la situation de Gaza, donc où situation coloniale où Israël survit qu'au travers d'une guerre pour les grands d'Israël, une guerre qui est cruelle, une guerre sans fin, une destruction d'un peuple, le peuple palestinien et de sa terre. Et en toute impunité, Israël ne cesse d'étendre cette guerre, Gaza, puis la Cisjordanie, puis le Liban maintenant, et demain peut-être l'Iran. Ce qu'on ressent, c'est que rien ne semble être en état de combattre cette fureur guerrière qui, comme elle ne rencontre aucune limite, s'alimente d'elle-même, s'amplifie d'elle-même. Alors ça va de soi pour les alliés occidentaux qui sont en fait les alliés d'Israël, mais on n'a pas vu non plus de grands mouvements populaires qui soient l'auteur des crimes commis, et on n'a pas vu encore moins des forces politiques qui cherchent à construire une voie juste pour les peuples. L'Ukraine est le deuxième nom. Il y a eu au départ une résistance populaire à l'agression russe, mais très vite, la guerre en Ukraine s'est transformée en affrontement entre 2 impérialismes, l'impérialisme occidental mené par les Américains et l'impérialisme russe qui a affirmé à la puissance chinoise. D'ailleurs, cet affrontement préfigure, on peut le dire, la future guerre mondiale, notamment entre les États-Unis et la Chine, pour le partage et la domination du monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette galère? C'est ça la question. On est complètement écrabouillé par la perspective de cette guerre planétaire. Et quoi faire qui ne soit pas évidemment soutenir un camp ou l'autre, ce qui serait participer même à la logique de la guerre. Donc on a le sentiment d'une impuissance devant la course considérée comme fatale de la guerre. Le changement climatique, à force d'y aller tout droit, ben, il est déjà là. Il a et il aura des répercussions immenses
en premier sur les pays du Sud et sur tous les pauvres de la Terre entière. Mais comment l'humanité peut-elle vraiment y faire face à ce changement climatique? On sait qu'il y a beaucoup d'interrogations, mais il y a beaucoup d'affirmations. Donc, comment traiter cette question écologique? Donc, peu d'affirmations, d'où le fait qu'en matière de ressenti, en matière de subjectivité, dominent les craintes, les déplorations et une angoisse sourde mais profonde, comme si une fatalité nous tombait dessus. Au-delà de ces 3 points, donc Ukraine, Gaza et changement climatique, qui touchent à un sentiment d'écrasement par une situation mondiale, on n'est pas dans des dimensions locales, on trouvera sans peine dans les situations nationales, dans les situations locales et même dans les situations personnelles, des désastres à moindre échelle, mais des désastres tout de même. Alors, il ne s'agit pas de tout peindre en noir, mais de relever que si la situation apparaît aussi mauvaise, c'est parce qu'il n'existe pas au plus de forces collectives qui soient porteuses de propositions positives autour d'idées d'égalité et de justice dans le monde, ou alors qu'elles sont très faibles, elles ne sont pas du tout à l'échelle des désastres actuels. Alors, on doit en prendre acte et ne pas faire comme si ces forces existaient, même si on voulait qu'elles existent. Alors, à notre niveau qui est modeste, François a rappelé les circonstances de notre groupe, etc. À notre niveau qui est modeste, nous n'acceptons pas cette situation. C'est-à-dire que nous n'acceptons pas d'être des spectateurs tristes et résignés de la criminalisation du monde. Mais dès que vous voulez sortir de cette situation, faire un geste, ne serait-ce que lever le petit doigt, vous rencontrez un ennemi, le nihilisme. Et donc je viens à cette question du nihilisme. Le nihilisme, alors comme le nihilisme contemporain, comme l'a rappelé François, on ne l'entend pas du tout au sens d'une philosophie, mais un état d'esprit en fait. Un état d'esprit qui consiste à fermer toute possibilité à l'état désastreux actuel du monde, que je viens de rappeler, et à la subjectivité que ça alimente. Ça consiste aussi à combattre et à empêcher toute affirmation positive qui montrerait qu'il est possible de prendre d'autres chemins, des chemins d'émancipation. Ces armes, ces outils, c'est de produire des sentiments négatifs, c'est-à-dire le découragement, la frustration, le ressentiment, la rancune, l'écœurement, la fatigue mentale, l'apathie, la morosité, l'impuissance et au bout du compte, la résignation. Non, je ne t'ai plus, mais il faut quand même les décrire un par un, parce que bon, on les voit circuler abondamment aujourd'hui. Donc le nihilisme, c'est une machine à produire de la subjectivité négative, et qui vous enferme dans la figure accablée et impuissante d'un spectateur des aurores du monde actuel. Tout ça, évidemment, pour que les gens ne soient pas tentés d'imaginer et d'affirmer qu'un autre monde est possible, de façon à étouffer tout désir de prendre le chemin d'un autre monde possible, même si ça concerne de petites choses. Et si vous le faites, on vous répondra qu'il n'y a que ce qu'il y a, ou vous vous agitez en vain, à quoi bon, ou vous n'y pensez pas, circulez, il n'y a rien à penser et à faire, débrouillez-vous avec toutes vos émotions négatives. Donc c'est une gigantesque entreprise de démoralisation qui entend tenir les gens sous son emprise, car c'est d'une véritable emprise qu'il s'agit, une emprise subjective. J'ai parlé jusqu'ici de nihilisme au
plutôt en parler au pluriel, car il y a plusieurs versions du nihilisme contemporain. Et quand on parle de la subjectivité, il faut toujours être très précis, parce qu'on touche aux manières de penser, de ressentir, de vivre, d'agir, dans tout ce qui nous incite à penser, et ou pas, à agir ou pas, à s'engager dans une cause ou pas. Alors, pour qualifier ces différentes versions du nihilisme contemporain, on s'appuiera effectivement sur des formes du nihilisme qui ont déjà été identifiées dans le passé, notamment au siècle passé, par des philosophes que François a cités et qu'on retrouve dans le nihilisme d'aujourd'hui. Il s'agit principalement de Nietzsche et de Kierkegaard. Nietzsche identifie deux formes du nihilisme. Ils ont toutes les deux à voir avec l'action de la volonté, du vouloir. Il y a un nihilisme passif, il distingue un nihilisme passif et un nihilisme actif. Le nihilisme passif, c'est ne rien vouloir. Donc il a pour ressort la simple survie animale, se contenter de l'existant, de ce qu'il y a, trouver refuge dans le train-train quotidien, en faisant le gros dos dans les tempêtes, sans être dupe de ce qui se passe dans ces tempêtes. C'est donc abdiquer, c'est faire l'autruche, c'est-à-dire se cacher la tête comme l'autruche dans le sable du quotidien, pour ignorer les turbulences du monde extérieur. Ça, c'est le nihilisme passif, ne rien vouloir. Le nihilisme actif, c'est vouloir le rien. Tout à fait différent. Ne rien vouloir et vouloir le rien, c'est la fascination pour la destruction. L'anéantissement, la fin du monde et la jouissance morbide qui peut être tirée de cette fascination. La guerre se présente à l'horizon, vive la guerre. La fin du monde est proche, participons-y et fêtons-la. De là renaîtra bien quelque chose. Le nihiliste passif est abattu, ne rien vouloir, quand le nihiliste actif, lui, est électrisé par le néant. Alors, Kierkegaard ajoute une autre dimension au nihilisme, peut-être encore plus radicale, parce qu'elle sape encore davantage toute velléité de penser et d'agir. Ça ne concerne plus le vouloir, mais ça concerne l'espérance. C'est celle de ne rien espérer, ou encore d'espérer le rien, ou encore qu'espérer ne veut rien dire. Si vous n'espérez rien, ou qu'il n'y a rien d'espéré, ou qu'espérer n'a pas de sens, vous êtes alors un désenchanté absolu du monde. Rien ne vous fera bouger, même si tout s'écroule autour de vous. Vous serez enterré avec toute épitaphe, il n'a jamais rien espéré. À partir de ces catégories, vous pourriez alors nihilisme actif et passif de Nietzsche, puis ce nihilisme sur la question de l'espérance. À partir de ces catégories, vous pourriez vous amuser à confectionner une galerie de portraits des nihilistes qui vous entourent, qui peuvent votre entourage. Ce ne serait pas inutile, car il faut toujours bien connaître ses ennemis, y compris quand l'ennemi est dans la place, c'est-à-dire à l'intérieur de nous-mêmes. Mais il y a mieux à faire que de tirer le portrait des nihilistes, c'est échapper au nihilisme. Maintenant, j'en viens à échapper au nihilisme. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire qu'échapper au nihilisme? Et pourquoi pas utiliser d'autres mots qu'on a parfois d'ailleurs nous-mêmes utilisés pour venir à cette expression échapper à? On pourrait dire le combattre, lui faire face, le défier, le critiquer, lui résister. Non, nous disons échapper. Et je voudrais précisément dire pourquoi. Parce que ça conditionne ce que nous proposons, que
François a bossé, et qui va suivre à la fin de mon exposé, qui est de tenir un point. Alors, pour bien me faire comprendre, je vais prendre une analogie. J'ai parlé tout à l'heure d'une emprise subjective du nihilisme sur nous. C'est de la même nature que l'emprise d'une personne sur une autre. Comment sortir de cette emprise? Vous savez que c'est très difficile de sortir d'une emprise. C'est pas si facile que ça. La personne dominante qui a emprise sur vous vous tient par 1000 liens subjectifs, dont certains ont été tissés par vous-même. Les gens qui sont sous emprise ont aussi contribué en quelque sorte à cette emprise. Et tant que vous restez à l'intérieur de cette structure d'emprise, vous n'avez pas le moyen de sortir. Même si vous critiquez la personne, même si vous savez qu'elle vous fait du mal, même si vous vous plaignez d'elle. Au contraire, toutes ces plaintes vont alimenter la relation de domination, d'emprise qu'elle a sur vous et dont il faudrait sortir. Donc c'est comme remettre sans cesse une pièce dans la machine de l'emprise. Et pour se sortir de cette vis sans fin, il faut faire un pas de côté, faire quelque sorte d'évailler la vis qui creuse à l'intérieur de vous-même. Et pour le nihilisme, c'est un peu la même chose. Il faut faire un pas de côté pour sortir de cette emprise. Et qu'est-ce qu'un pas de côté? On voit bien maintenant cette proposition de sortir de l'emprise, y compris du nihilisme, pour le fait de faire un pas de côté et ne pas forcément de le combattre frontalement. Alors, un pas de côté, je vais d'abord dire ce que ce n'est pas. C'est pas se contenter de critiquer le nihilisme. Critiquer, c'est bien et même tout à fait nécessaire, mais il faut bien voir qu'en ne faisant que critiquer, vous restez dépendant du nihilisme, puisque c'est lui qui détermine le contenu de votre critique. Donc là, c'est comme remettre une pièce dans la machine. C'est pas non plus résister au nihilisme. L'expression résister au nihilisme. Quand vous résistez à quelque chose, vous restez défini par ce quelque chose. Vous restez défini par le terrain où le quelque chose vous enferme. Et ça reste donc une attitude négative qui ne vous fait pas sortir de l'emprise. Vous allez bien sûr lui résister en refusant ses injonctions, ne rien vouloir rien, l'esprit en rien, et en disant je ne suis pas d'accord avec cette vision désespérante et maléfique du monde, qui détruit toute volonté et toute espérance. Mais alors, avec quoi êtes-vous d'accord? Que proposez-vous? Et tant que vous n'avez pas dit ce que vous espérez, tant que vous ne l'avez pas fait valoir auprès d'autres, cette résistance reste sous l'emprise du nihilisme. Donc, notre conclusion, là, c'est en disant ce en quoi vous espérez, en le montrant par vos pratiques, et en le faisant partager, que vous pouvez sortir de cette emprise. À ce moment-là, vous n'êtes plus dans l'espace du nihilisme, vous êtes dans la construction subjective d'un autre monde, même si c'est par une action minime, on va le voir. C'est ce que nous appelons faire un pas de côté. D'ailleurs, on ne devrait jamais oublier qu'il faut toujours commencer par imaginer et énoncer les propositions positives, celles qui vont dans le sens d'une confiance dans les autres et dans l'humanité, et qu'on peut avancer dans telle ou telle situation. Le nihilisme, ne rien vouloir, ne rien espérer, n'est là que pour fermer, que pour interdire cette possibilité. C'est toujours, le nihilisme, une réaction négative
à l'affirmation de possibilité, à l'idée que le monde puisse être autre chose que ce qu'il est, et à la démonstration pratique de cette idée dans une situation donnée. Donc, il s'agit de surmonter le nihilisme par l'affirmation d'une possibilité, et non de régresser à l'intérieur du nihilisme uniquement par la critique ou la résistance, par les seules dénonciations, par les seules plaintes, par les seules implications. Mais attention de ne pas oublier que le pas de côté, l'affirmation positive qui permet de sortir du nihilisme, se fait contre le nihilisme qui est bien l'ennemi, identifié comme l'ennemi. C'est bien de lui dont il s'agit de sortir. Alors, concrètement, qu'est-ce que peut bien être le fameux pas de côté, qui est le pas nécessaire pour sortir de l'emprise du nihilisme? C'est là qu'on commence à aborder des choses positives. C'est ce que nous avons tenir un point. Vous pouvez mettre ça entre guillemets, c'est une formule qui nous est venue comme ça. Tenir un point, bon, ça peut paraître un peu comme ça, un peu bizarre. Tenir un point, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je voudrais terminer en disant ce qu'on entend par tenir un point, à la fois sur le plan général, mais aussi sur le plan pratique. Je vais en donner, qu'est-ce que c'est qu'un point et tenir un point? Je vais en donner une définition générale. Et je reviendrai sur chaque aspect de cette définition. Alors tenez-vous bien, parce qu'il y a plusieurs propositions qui sont enchaînées les unes aux autres. Tenir un point, c'est dans une situation particulière. Donc là, le point ne vaut que par rapport à cette situation particulière, mais ce n'est pas du tout donc une situation générale. Je vais revenir ensuite donner des exemples. C'est donc dans une situation particulière soutenir une prise de position subjective. C'est-à-dire une prise de position qui n'est pas théorique, mais qui est vécue par soi-même comme une espèce de nécessité intérieure à tenir dans la situation particulière. Donc c'est dans une situation particulière soutenir une prise de position subjective qui fait l'objet d'un engagement prolongé. C'est-à-dire que ça singularise votre existence. C'est pas une tocade comme ça qui va durer quelques temps. Non, c'est un engagement profond et qu'on essaie de tenir jusqu'au bout. C'est donc, dans une situation particulière, soutenir une prise de position subjective qui fait l'objet d'un engagement prolongé, qui développe l'image d'une alternative possible à l'existant. On sort du diktat, du nihilisme, de l'impossible, du nihilisme de l'impossible. Donc, qui développe l'image d'une alternative possible à l'existant et, pour finir, une image alternative qui parle à d'autres et les encourage à tenir eux aussi leur propre point. Je vais revenir à chacun de ces termes, donnant des exemples. Dans une situation particulière, ça peut être dans votre métier, dans votre travail, dans votre vie personnelle, dans vos passions, dans votre art, si vous êtes un artiste. Bref, dans n'importe quelle activité humaine. Et comme il y a une très grande diversité de situations, il y a une vaste gamme de points possibles, de toute nature. François a parlé de nos rencontres à Paris, en février 2024. Nous avons entendu une enseignante, effectivement, il l'a rappelé, d'école maternelle. Donc, elle a tenu un point dans l'exercice de son métier. Et ici, à Tunis, dans les jours suivants, on verra plusieurs exemples, dont celui d'Adèle, sur le tout aussi. Et beaucoup d'autres exemples. Alors, voilà, ça peut être des choses très différentes.
soutenir une prise de position subjective. Qu'est-ce que c'est? C'est pas un principe général. Ou une position qui serait prise par d'autres. C'est un point qui oriente votre propre existence. Dans la situation considérée. Ça peut être votre travail, ça peut être dans votre vie personnelle, votre art, etc. Voilà. Et on peut tenir un point sans en avoir toujours conscience. L'espèce de nécessité intérieure se comporte comme ça. Et c'est alors une étape subjective importante que de pouvoir le déclarer, ce point. Parce qu'à ce moment-là, il devient, il parle à d'autres. S'il reste complètement intérieur, seuls ceux qui sont en contact direct pourront partager l'existence de ce point. Par exemple, notre enseignante d'école maternelle faisait valoir que sa pédagogie avec les élèves et ses relations avec l'institution, l'école et les parents, sa pédagogie s'expliquait par sa conviction de faire de l'école un lieu d'émancipation pour tous les élèves, alors que très souvent l'institution discrimine en fait les enfants selon leur origine sociale et définit des attentes différentes selon cette origine sociale. Voilà, donc faire de l'école un lieu d'émancipation pour tous ces élèves à partir d'un postulat d'égalité des intelligences. C'est-à-dire tous les élèves ont une capacité de comprendre. Et à partir de là, elle montrait par des détails, ses relations avec les parents, avec l'institution, que finalement ça avait des conséquences très importantes. Qui fait l'objet d'un engagement prolongé, ça je l'ai déjà dit, donc il s'agit de tenir le point dans la durée, même si sa formulation doit évoluer évidemment dans le temps, parce que les contextes changent. Qui développe l'image d'une alternative possible à l'existant, c'est ouvrir une possibilité qui ne semblait pas exister, qui semblait même impossible, même si cette possibilité apparaît minuscule par rapport à l'état dévasté du monde contemporain. Il n'y a pas de petit succès dans un monde qui est accablé par le nihilisme. Un ressort subjectif très puissant. Bien, donc là, je prends toujours l'exemple de professeur d'école. Tout cela a conduit à créer de nouvelles pratiques pédagogiques avec les élèves, à contester les méthodes d'évaluation de l'institution, qui classe donc les enfants en gros selon un peu l'origine sociale. Puis ça a également permis de définir de nouveaux rapports avec les parents. Alors, je terminerai sur image d'une possibilité qui parle à d'autres et les encourage à tenir leur propre point. C'est-à-dire qu'une fois que le point est déclaré, prononcé par celui qui le tient, sa force est de pouvoir être reconnu par d'autres. Non pour qu'ils fassent la même chose, mais pour qu'à leur tour, ils soient encouragés à manifester leur propre point subjectif dans la situation qui est la leur et à le partager avec d'autres, et ainsi de suite. Bon, c'est ainsi que je vous ai parlé du point tenu par notre enseignante, et d'ailleurs vous pouvez voir son intervention sur YouTube. Ah, de quelle manière ça peut vous parler. Alors, l'objectif à travers tout ça, c'est pas de construire un programme qui serait l'addition de tous les points tenus, mais de créer autour d'eux un réseau de points, qui soit un réseau de fraternité, capable de reconstituer, pas à pas, point après point, les perspectives d'une confiance retrouvée dans les autres, dans l'humanité, à partir de déclarations singulières, inventives,
subjectivement enracinés dans la vie de ceux qui les énoncent. Alors, nous sommes bien conscients que ceci ne va pas arrêter les chars et les avions israéliens à Gaza et au Liban. Pas plus qu'empêcher un possible embrasement de la guerre en Ukraine. Ce n'est pas le but, on n'est pas là. Nous sommes réalistes, mais finalement ambitieux. L'objectif, c'est de déminer sur quelques points l'atmosphère plombée du nihilisme ambiant et de secouer cette ambiance mortifère qui conduit à accepter finalement impuissant tout ce qui se passe. Car c'est bien la caractérisation de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, l'impuissance à entraver la dérive criminelle du monde. Il faut créer une brèche dans le mur aveuglant du nihilisme. En créant une subjectivité collective plus qu'individuelle, collective qui pourrait prendre corps à travers ce réseau de points, à partir du courage de celle ou celui qui, dans son travail, dans son art, dans son activité scientifique, dans ses relations, dans sa vie quotidienne, tient la force affirmative d'un point. Voilà, donc en recréant ainsi une confiance collective dans les autres, dans la capacité créatrice de l'humanité à briser le mur de la puissance. Donc notre proposition, c'est commençons par ce début. Donc, ami qui est venu nous voir, semons au point. Et c'est le programme de ces rencontres, y compris nos amis des balades qui ont très bien parlé tout à l'heure. Voilà ce que j'avais à vous dire, qui résume, je pense, ce à quoi nous avons abouti aujourd'hui. Tout terminé. Hein. Bon, alors, la manière dont on procède habituellement, c'est qu'on fait des échanges très informels, à partir de la discussion, puisque finalement, vous avez compris que ce dont il est question, c'est de la subjectivité, de nos subjectivités dans le monde actuel. Chacun est libre de parler de sa subjectivité, de son rapport à ce que je viens de dire. Merci. Merci.